Bien, je vous propose de commencer tout doucement par les présentations. Donc, alors, tout d'abord, une précision tout à fait technique. Donc, je suis Fabien Emprin, c'est la CS1, qui est donc dans votre livret, dans l'Amphi-Turing, mais dans votre feuille jaune, dans l'Amphi-Turing. Donc, si vous voulez assister à la CS2, c'est en Amphi-Turing, juste au-dessus. Donc, je ne me vexerai pas si vous vous rendez compte que c'est pas ça que vous vouliez écouter et que vous vous sauviez tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est bon? C'est bien ça que vous vouliez entendre? Enfin, après, vous me direz si c'était ça que vous vouliez entendre. Enfin, est-ce que c'était bien intitulé? Voilà. Alors, moi, je suis Fabien Emprin, je suis maître de conférence en didactique des mathématiques à l'ESP de l'Académie de Reims, l'Université de Reims. Je suis directeur adjoint de l'ESP en charge de la formation et du numérique. Et je fais partie de deux équipes de recherche. Une qui s'appelle le CEREP, Centre d'études et de recherche sur l'emploi et les professionnalisations, et une seconde qui s'appelle Hermel, équipe de recherche sur les mathématiques à l'école élémentaire, qui appartient à l'IFE, l'Institut français de l'éducation, de l'ENS de Lyon. Alors l'équipe Hermel, si vous êtes du premier degré, parce qu'on est aussi sur une matinée premier degré, c'est peut-être une équipe que vous connaissez, qui produit en particulier des ingénieries didactiques pour le premier degré. Alors, justement, c'est pas complètement anodin que j'ai parlé du CEREP. Vous voyez que c'est sur l'emploi et les professionnalisations, et donc mes recherches portent sur l'analyse des pratiques de formation avec l'usage des technologies en mathématiques. Okay. Donc, quand on m'a contacté pour venir vous voir cette année, alors, je suis à la PMEP depuis 94. Et c'est la première fois où je viens à des journées nationales, donc je ne connaissais pas complètement le cadre. Et j'avais proposé comme thématique le mathématique de recherche, c'est-à-dire la modélisation et la simulation des pratiques enseignantes. Et en particulier, on a développé un simulateur informatique de classe avec mon collègue Hussein Samra, qui est également enseignant-chercheur à Reims. Et puis en discutant avec les organisateurs, ils m'ont dit « Non, c'est toujours au-dessus. Tu veux quoi ?» Il y a une interversion. Donc c'est Amphi-Turing juste au-dessus. Désolé. Oh, je t'en prie, pas de souci. Donc, j'en étais où? Aux pratiques enseignantes. Donc, avec les organisateurs, ils m'ont dit, écoute, c'est un sujet qui est peut-être un tout petit peu pointu et qui risque de ne pas concerner vraiment l'ensemble de l'Assemblée. Est-ce que tu peux le présenter dans un cadre un peu plus général de l'usage des technologies? Et donc, c'est le deuxième descriptif que vous avez dû avoir sur le site, où je me proposais de replacer la question des formations enseignantes dans l'ensemble des pratiques aux usages des technologies. Ça va? Pas de déception? C'est bien. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si j'enfonce trop de portes ouvertes et si c'est des sujets qui vous concernent moins, et on essaiera d'adapter en cours de route. On n'est pas si nombreux que ça, même si c'est une configuration amphi, pour pouvoir quand même interagir, j'espère. Donc, ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, c'est donc de replacer un petit peu la question des pratiques utilisant les technologies, plus exactement des pratiques et des usages, et ensuite de le replacer dans le cadre de la formation, puis vous présenter à la fin ce qu'on fait sur les pratiques simulées, sur le simulateur de classe. Donc CS1. Voilà. Donc, vous présentez un petit peu notre travail autour des usages, et puis ensuite le simulateur informatique de classe tel qu'on l'a développé, et puis les projets que nous avons par rapport à ça. Alors, tout d'abord, moi j'aime beaucoup, c'est une métaphore qu'emploie mon collègue Hussein Samra. Il dit du théâtre. C'est-à-dire que l'arrivée d'une nouvelle technologie, de nouveaux outils, le cinéma, n'a pas amené à reproduire des anciennes pratiques avec la nouvelle technologie.
Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait la même chose avec les pratiques d'enseignement? C'est-à-dire, utiliser les technologies en classe, c'est pas reproduire des anciennes pratiques avec des technologies, que ce soit des pratiques d'enseignement ou des pratiques de formation, c'est bien trouver des nouvelles entrées, trouver des nouvelles façons d'aborder la classe, et donc ce n'est pas reproduire d'anciennes pratiques. Alors, cette métaphore, pour démarrer, qui vous montre un petit peu notre posture, alors cette posture, elle est valable tant pour les pratiques enseignantes que pour les pratiques de formation. C'est-à-dire, faire un cours à distance, c'est pas reproduire le schéma de cours sur une plateforme en ligne, c'est trouver d'autres moyens de former ou d'enseigner les plateformes en ligne. Je n'ai pas pu m'empêcher. Quand on peut le faire, on le fait. Alors, l'autre point de vue sur lequel on s'appuie, en particulier dans l'étude de Reims, c'est de regarder vers l'avenir soit, mais aussi d'apprendre du passé. La plupart des sciences, et des sciences dures en général, sont cumulatives. C'est-à-dire qu'on ne s'embête pas, en général, à redémontrer quelque chose qui a déjà été démontré actif. Ça peut être remis en cause, ça peut être discuté dans certaines sciences moins dures que les mathématiques, on va dire. Mais voilà, les sciences sont cumulatives. Le problème des sciences humaines et sociales, puisque la didactique des mathématiques, la didactique en général, se situe dans les sciences humaines et sociales, et mon laboratoire comporte des sciences humaines et sociales et de la sociologie, d'ailleurs, eh bien, on a une grosse difficulté à avoir cette dimension cumulative de la science. En France, ça s'appelle sciences humaines et sociales. Alors, mes collègues disent aussi sciences molles par rapport aux sciences dures. Et donc, cette science humaine et sociale, elle a du mal à être cumulative. Et on a donc du mal à apprendre du passé, parce qu'il faut quand même considérer que, et on y reviendra, les apprentissages à distance, par exemple, l'usage de certaines technologies, on pourrait s'appuyer sur ce qu'on a appris, par exemple de la télévision éducative, par exemple de l'usage de l'informatique en classe. Peut-être que les plus anciens d'entre vous ont connu le plan IPT, informatique pour tous, alors en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de ces choses-là? Les premiers travaux sur les pratiques de formation datent de la thèse de Mahaboul Blanchard en 1998. Et comment est-ce qu'on a cumulé ces informations-là pour en tirer des conséquences pour nous? Et puis, au présent, l'idée, c'est d'avoir une attitude réflexive. J'ai été interrogé par un journaliste il y a quelques semaines à propos du livre qui est sorti sur le fait qu'il faut sanctuariser, je crois que c'est comme ça que dit le livre, sanctuariser l'école et interdire tout un port du numérique à l'école. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Moi, je dis qu'il faut faire confiance aux enseignants, à nous et à vous, et pour avoir une attitude réflexive et doser les choses. Et en tout cas, c'est cette réflexivité sur laquelle est basé le système de formation. C'est peut-être que vous êtes des professionnels, nous sommes des professionnels, et que donc, nous adaptons nos pratiques et nous réfléchissons à la fois dans l'action et sur l'action des pratiques. Alors, quand on parle de technologie, de quoi parle-t-on? Alors, des technologies, il y en a plein. Alors, on ne dira pas technologie nouvelle, voilà. Tableau numérique interactif, tableau blanc interactif, c'est vrai que le fait qu'il soit blanc n'était pas forcément une caractéristique très importante, en tout cas tableau numérique interactif, qui a été importé et installé dans les pratiques en Angleterre une petite dizaine d'années avant nous, et encore une fois dans la dimension non cumulative, il a été importé dans nos pratiques sans qu'on tienne compte des recherches qui avaient été faites en Angleterre sur son apport et sur les difficultés que les collègues anglais avaient pu rencontrer quand ils avaient eu ces outils-là dans leur classe. Donc encore une fois, je vous dis, la dimension cumulative, elle est importante, et c'est important de pouvoir regarder ce qui a déjà été fait avant de se lancer dans des pratiques. Alors, par exemple, ce tableau numérique interactif, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il n'a pas tendance à renvoyer... Oui, c'est du chinois. C'est pour avoir des photos libre droit et réutilisables, donc j'ai fait attention à ces questions de droit d'auteur, et donc j'en ai eu qu'une en chinois. Enfin, peut-être que pour vos élèves, ça peut être aussi du chinois, des fois, ce que vous écrivez. Mais bon. Donc, voilà, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce tableau numérique ne va pas renvoyer l'enseignant au tableau, ou tout du moins le renvoyer vers le fait de montrer des choses, alors que depuis des années, on est plutôt sur faire faire aux élèves, les amener à réfléchir. Donc, vous voyez, l'introduction d'une nouvelle technologie, ça doit nous amener à réfléchir à nos propres pratiques. Est-ce que ça ne nous renvoie pas sur « je vais montrer les choses qui clignotent »
que j'ai fait un petit peu avec mon rideau tout à l'heure, pour capter un peu l'attention, et voilà, mais du coup, est-ce que c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer les pratiques enseignantes, et en particulier l'apprentissage de nos élèves? Et puis, qu'est-ce que ça change d'avoir un tableau numérique interactif par rapport à avoir un vidéoprojecteur? Quand j'étais fonctionnaire stagiaire au millénaire dernier, ma collègue qui faisait un stage sur le rétroprojecteur m'avait dit « Utilise le rétroprojecteur, comme ça, tu ne tourneras pas le dos à ta classe, tu seras face à eux en travaillant. » Et bien là, le fait d'utiliser un vidéoprojecteur, je suis face à vous. Quand je vais au TMI, je suis dos à vous. Alors voilà, donc ça fait partie des questions qu'il faut se poser par rapport à votre. Sachant que moi, j'ai aucun jugement a priori sur cette technologie. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une bonne technologie ou pas? C'est pas la question. Quels sont les usages qu'on va pouvoir développer avec cette technologie? Qu'est-ce qu'elle permet? Et quelles sont les limites de cette technologie? Les tablettes, les smartphones. Alors là, on a eu sans doute des grandes discussions à la rentrée, justement à cause des smartphones et puis de certaines recherches de petites bêtes virtuelles. Voilà. Alors, les tablettes, on peut les voir par exemple à deux niveaux des pratiques. Alors par exemple, ici, c'est une prof de PS qui filme ses élèves en train de faire des activités, je pense, de gymnastique, et qui va donner ensuite à ses élèves la tablette pour qu'ils revisionnent leurs mouvements et qu'ils puissent l'évaluer. Et puis là, vous avez des élèves qui travaillent sur une tablette, sur des exercices interactifs. Donc, là encore, on peut voir la pratique et l'usage de la tablette ou des smartphones, il n'y a pas une grande différence sur le fond, à part les tailles d'écran et puis certaines notions de connectivité. Mais ces usages-là, on peut les voir effectivement à deux niveaux, celui des pratiques de l'enseignant et celui des apprentissages des élèves. Alors la question qu'il faudra se poser, c'est qu'est-ce que ça va changer par rapport à un ordinateur, d'avoir une tablette et d'interagir directement avec les doigts au lieu de taper par l'intermédiaire d'un clavier. Il y a eu, il y a quelques années, des expérimentations aux États-Unis qui tendaient à ne plus apprendre l'écriture cursive, par exemple. Des choses comme ça. Il y a des études québécoises qui montrent un effet négatif de l'usage des tablettes sur la lecture. Il y a des études de psychologues, de neuroscientifiques, qui montrent que quand on lit de l'hypertexte, par exemple, donc des choses qui sont interactives, on ne mobilise pas la même zone du cerveau que quand on lit du texte statique. Alors on peut lire du texte statique sur une tablette. En fait, on mobiliserait plus la zone de la décision que la zone de la mémoire. Le statique active la zone de la mémoire et le dynamique active la zone de la décision. Alors après, ça, ce sont des constats. Qu'est-ce qu'on fait de ces constats et qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion pour les apprentissages des élèves? Les neuroscientifiques, on ne va pas discuter leurs images IRM. Voilà, allume telle zone ou telle zone. Maintenant, qu'est-ce que ça change au niveau des apprentissages des élèves? Donc là encore, l'enjeu, c'est d'avoir une vigilance, une attention, une réflexion sur ces usages-là et de se documenter pour avoir des informations concernant ces outils. Alors moi, je reviendrai tout à l'heure, mais pour moi aussi, l'enjeu, c'est que vous soyez acteurs de ces outils-là, parce que sinon, on va être à la merci des gens qui fabriquent les logiciels, ces choses-là. J'étais dans un atelier WIMS tout à l'heure. WIMS, on développe des exercices en ligne. C'est aussi des enseignants qui s'approprient les bases d'exercices, qui les produisent, qui les modifient entre eux et qui collaborent pour pas que ce soit d'autres qui le fassent à notre place. Si nous ne le faisons pas, d'autres prendront le créneau et le feront. Les ENT et les serveurs. Donc là, vous êtes sur l'ENT de l'Université de Reims. Donc on a un espace numérique de travail. Donc nos étudiants ont l'ensemble de leur vie numérique, leurs dossiers scolaires, leurs notes, leurs examens, leur emploi du temps, leur messagerie, l'échange de fichiers, des réseaux sociaux, mais aussi des cours en ligne qui leur permettent... là, par exemple, vous avez un cours en ligne en odontologie que j'analyse avec la collègue qui a produit ce cours, de prothèses fixées. Et donc, cette collègue, elle utilise notre serveur pour faire ce qu'on appelle de la formation hybride, c'est-à-dire qu'elle alterne le présentiel et le distanciel. Parce qu'en fait, elle a une problématique, c'est que les salles de TP qu'elle utilise coûtent très cher. Et donc, elle ne veut pas perdre un quart d'heure, 20 minutes, parce que les étudiants préparent leur TP, révisent leurs notes, etc. Donc, les étudiants en ligne préparent leur TP, remplissent des questionnaires autocorrectifs pour savoir s'ils ont bien compris ce qu'ils allaient avoir à faire. Et quand ils arrivent dans la classe,
Et le contrôle, parce qu'en médecine, ils sont un peu. C'est bien strict que dans certaines autres composantes de l'université. Ceux qui n'ont pas préparé le TP restent à la porte. Ceux qui l'ont préparé en ligne rentrent et mettent en œuvre le TP. Donc, c'est une façon un petit peu abrupte, hein, mais d'un autre côté, bon, c'est des céramiques, c'est des choses qui coûtent de l'argent, et plutôt que l'étudiant massacre tout, c'est leur façon de travailler. Et la chose qu'ils ont aussi, c'est jamais la première fois sur un vrai patient. Et donc, oui, moi je préfère aussi, personnellement. Oui, ça me semblait. Alors, et ça nous pose la question à nous, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait dire, nous, jamais la première fois sur des vrais élèves? Et quand vous voyez comment les recrutements sont faits, les listes complémentaires, voilà, ça pose peut-être question. Donc en fait, les cours en ligne, les ENT, les serveurs, permettent de déployer un certain nombre d'enseignements à distance et de gérer différemment le temps. Et vous voyez, quand je vous disais filmer le théâtre, hein, là, on est en train de modifier la temporalité du cours. On est en train de construire des outils où l'enseignant va pouvoir, l'étudiant va pouvoir s'approprier les choses différemment qu'en présence de la formatrice. Et d'ailleurs, on analyse dans ce cours-là, les étudiants nous disent alors qu'ils préféreraient qu'elle soit là pour leur tenir la main. Et donc, elle a dit que c'est pas son rôle. Son rôle, c'est quand ils sont dans la pratique qu'elle est là effectivement pour contrôler leur... Et donc ça modifie un petit peu sa position par rapport au contenu disciplinaire. Et finalement, il y a beaucoup de contenus, il y a de la chimie, de la chimie des collages, de la biologie, et donc tous ces contenus-là, les étudiants n'y accèdent pas de la même façon. Alors certains en sont très contents, parce qu'il y a aussi cette dimension de je travaille quand je veux, quand je peux, et puis certains autres sont très très angoissés par cette façon de travailler. Alors, les ENT dans votre pratique, je crois, je ne sais pas comment c'est dans vos académies, mais là il y a un déploiement généralisé, vous avez l'espace pronote, vous avez les échanges avec les parents, la gestion des absences des élèves, et puis vous avez aussi normalement des espaces de dépôt de cours, des espaces de ce type-là. Donc ça c'est une plateforme qui s'appelle Chamilo, vous avez les Moodle, vous avez les... qu'est-ce qu'il y a certains Chamilo, Moodle, Ovidentia, qui sont donc des plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir déposer des cours, faire des choses interactives. Ça va poser nécessairement la question du temps et la question de l'accès à ces technologies-là. Parce qu'effectivement, est-ce que tous les élèves auront accès à tout moment à ces outils technologiques et à se connecter chez eux? Et est-ce qu'on ne renvoie pas une part du travail sur les parents, avec toutes les inégalités que ça risque de produire? Les ordinateurs. Alors je les ai dissociés des tablettes parce qu'ils ont quand même des fonctions différentes, et en particulier la capacité à interpréter des programmes qui ne sont pas sur les tablettes. Donc là, on a eu, je vous ai parlé du plan informatique, on a les serveurs Windows, on a tout un tas d'outils qu'on va pouvoir exécuter sur ordinateur, mais aussi des logiciels. Alors, vous êtes bien placé pour savoir en mathématiques qu'on va utiliser les calculatrices algébriques symboliques, des logiciels de calcul formel, des logiciels de géométrie dynamique, etc. Vous pouvez les retrouver pour certains sur tablette, mais pas tous. Alors, ce qu'on a aussi, c'est la 3D, la 3D immersive, sur laquelle il va falloir qu'on se pose des questions. C'est-à-dire qu'on a la capacité, donc là vous avez ici des Oculus, ce sont des lunettes. Alors maintenant, avec les smartphones, vous pouvez, dans une espèce de boîte de grosses lunettes de ski vide, vous glissez votre smartphone et vous avez ce type de choses-là. Donc là, vous avez ici, alors vous voyez ce qui se passe à l'écran, hein. Donc vous avez deux écrans qui sont séparés, qui diffusent des images relativement proches, mais suffisamment distinctes pour qu'elles soient interprétées en 3D par le cerveau. Et donc, vous avez ces outils-là qui existent maintenant, qui sont accessibles, qui sont des technologies accessibles. Alors, qu'est-ce que ça peut poser comme question? Alors là, vous êtes dans un logiciel dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une maison virtuelle dans laquelle les élèves vont avoir à domotiser, c'est-à-dire à créer des programmes de domotique en utilisant des boucles logiques, des si alors, si le vent augmente, alors rentre le store, donc actionner des moteurs, des choses comme ça. Donc on a produit à l'université de Reims. Et donc là, les élèves sont immergés en 3D, se promènent dans la maison et voient réellement, en temps réel ou en temps accéléré, les effets de leurs actions. Qu'est-ce que ça apporte, l'immersion?
pour ce type-là d'outils. C'est pas certain de voir le rideau se baisser à un écran ou de se baisser comme si j'étais immergé dedans, ça change grand-chose. Pour la géométrie, on pourrait se poser la question. Est-ce que ça a un impact de voir des solides en 3 dimensions, réellement en 3 dimensions, sachant qu'on n'a plus le droit de découper des blocs de polystyrène comme on le faisait encore une fois au millénaire dernier, je ne sais pas si vous avez connu, avec des fils chauffés, on faisait des sections de solides en polystyrène, bon, ça dégage des fumées toxiques, tout ça. Donc là, en virtuel, on a aussi, associé à ça, je ne vous l'ai pas montré, mais des bras à retour de force. C'est-à-dire que vous avez des souris 3D dans lesquelles vous pouvez traduire la perception d'un objet avec les interfaces qu'on appelle les interfaces haptiques. Voilà, alors ça fait un peu plus gadget, on va dire, mais on sera sans doute amené, à partir du moment où ces technologies se diffusent, à se poser la question de qu'est-ce que ça peut changer pour nos pratiques. La réalité augmentée, alors c'est ça. Donc vous avez votre tablette, elle analyse le lieu dans lequel elle se situe, et elle réincorpore dans la réalité, eh bien, là vous avez, je crois qu'on est à la Bastille, d'ailleurs, donc vous réincorporez dans le paysage réel l'objet. Alors, ça a beaucoup été utilisé pour tout ce qui est visite virtuelle. La question, c'est aussi, est-ce que nous, on a cette capacité à l'utiliser pour de la géométrie 3D, de réincorporer des objets dans le monde réel. Ce dont je vous ai parlé, la couper par un plan, est-ce qu'on peut réintroduire un plan dans le monde réel et sectionner virtuellement un objet 3 dimensions. Tout ça, ce sont des outils, modulo l'achat de la tablette, qui sont des outils gratuits, gratuits, ou du moins utilisables gratuitement. Là, vous avez par exemple Augment, qui est un logiciel qui permet d'incorporer des objets que vous créez en 3 dimensions dans l'espace réel que vous filmez avec votre tablette. L'autre point auquel vous pouvez être confronté en fonction de vos situations de classe, c'est la visioconférence et la visioconférence immersive. La question des effectifs se pose, la question de la disponibilité des élèves, leur mobilité aussi, pour des élèves qui seraient handicapés ou par exemple hospitalisés, et comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient présents de façon synchrone en même temps dans la classe alors qu'ils sont dans un lieu distant, c'est la visioconférence. Donc vous avez différents types de visioconférences, des visioconférences mobiles, pour ne pas citer de marque, vous avez Skype, des choses comme ça. Vous avez des outils professionnels qui existent, qui permettent d'avoir une connexion plus sécurisée, on va dire. Et puis vous allez avoir des outils un petit peu plus perfectionnés, donc des outils sur table. Et les derniers développements qu'on a sont ce qu'on appelle de la vision immersive, c'est-à-dire que la projection de la personne qui est à distance est à l'échelle 1. Alors je vous ai dit tout à l'heure, la 3D immersive, moi j'ai l'impression que ça peut être un peu un gadget encore à l'heure actuelle. Par contre, l'immersion en vidéoconférence, c'est pas tout à fait un gadget. On a un master de formation de formateurs à l'Université de Reims, qui est un master recherche, pour lesquels ce sont des professionnels qui se forment. Et ce master se passe le soir dans les 5 sites du département. On a à peu près 400 km du nord au sud de l'académie. Et donc, pour pas que les gens, en quittant à 5 heures le soir et à faire 200 km pour venir se former, ils se forment dans le site le plus proche en visioconférence. Et on a fait faire une étude par un de nos étudiants de l'impact de ce dispositif-là. Et la première réponse qui a été donnée, c'est la perte du non-verbal. C'est-à-dire qu'on a beau être loin les uns des autres, j'ai un contrôle non-verbal sur ce que vous faites, ce que vous pouvez dire, sur votre attention. Vous avez aussi un contrôle non-verbal sur ce que je dis. Quand je dis des grosses énormités en souriant, ça peut passer pour de l'ironie. Voilà. Bon. Là, le problème, c'est qu'en visioconférence telle que ça existe chez nous pour l'instant, c'est-à-dire non immersive, on a les gens sur des petits écrans, sur des petits carrés, qui sont disséminés sur notre écran de vidéoprojection. Bon, parfois, on leur tourne le dos, on a réussi à avoir un relais en face du formateur, mais ça veut dire qu'on perd énormément d'informations non verbales. Alors, ça peut avoir un côté sympathique pour les gens qui sont à distance, parce qu'ils peuvent couper le son et puis discuter tranquillement quand ça ne les intéresse pas, mais pour la formation, ce n'était pas notre objectif. Donc là, la 3D immersive, elle permet de récupérer ce non-verbal. Alors, j'en ai testé.
j'ai testé pour vous, et c'est assez bluffant d'un point de vue, justement, enfin, encore une fois, on trompe le cerveau, et on arrive à perdre cette notion de distance et à échanger relativement naturellement avec les personnes qui sont présentes. Donc là, de la même façon, hein, donc là, on est sur des murs virtuels complets, hein, c'est-à-dire qu'on reprojette la classe sur les classes distantes sur des murs. Là, on est sur une table de réunion. Donc pour vous, cette problématique de la distance, ce sont des outils technologiques qui commencent à être accessibles. Hein, un dispositif de visioconférence complet est autour de 18 000 €. Vous allez me dire, c'est accessible, oui et non. Mais entre ça, quand on y réfléchit, entre ça et mettre un prof d'allemand au nord de l'Académie de Reims, au milieu de l'Académie de Reims, etc., ou en mettre un à un seul endroit et puis le reste à 18 000 € de la visioconférence, je pense que le calcul est vite fait, d'un point de vue de la rentabilité, hein, de mettre un prof devant 3 élèves ou 5 élèves, ou d'en envoyer un enseigner à un élève qui est hospitalisé. Ben, vous voyez, ce calcul est vite fait. Alors la question, c'est quel est l'impact de la visioconférence. Alors moi je vous ai dit d'abord, quand on n'est pas dans l'immersif, on est sur la perte du non-verbal. On a aussi des effets un peu plus didactiques, on va dire. C'est-à-dire qu'on arrive, les enseignants ont tendance à revenir à un mode frontal parce qu'ils n'arrivent pas à faire agir les autres. C'est-à-dire que, vous voyez, là on pourrait dire, allez, vous vous mettez en groupe, vous discutez d'une question, je passe vous voir. Quand c'est à distance, ils ont beaucoup moins de rétroaction, même s'il y a du son hein, qui peut revenir, il y a beaucoup moins de rétroaction, ce qui fait que les enseignants, à l'heure actuelle, dans notre formation, s'interdisent quasiment ce type de travail-là. C'est-à-dire qu'ils travaillent en groupe avec des interactions, etc. Alors, on a quelques enseignants qui biaisent, c'est-à-dire qu'en parallèle du système de visioconférence, ils ouvrent des documents collaboratifs et ils demandent au groupe de collaborer à distance sur un seul document. Mais ça reste encore marginal. Le système de visioconférence renvoie lui aussi, dans l'expérience qu'on a vue, à du frontal. Alors l'impression et l'impression 3D. Donc là, vous avez des imprimantes 3D. Là encore, on commence à être sur de l'abordable. Alors, moi, j'y verrais plusieurs intérêts, plusieurs impacts sur les pratiques enseignantes. C'est d'abord la capacité à transformer un produit complètement virtuel en un produit matériel. Hein, quand on parlait du 3D, des objets, des coupes, des sections, voilà, ça peut donner. Voilà. Et puis, vous avez aussi la capacité à produire du matériel pédagogique qui soit adapté à vos élèves. Alors, adapté à des élèves qui seraient en situation de handicap, par exemple, ou adapté tout simplement, vous pouvez produire des jeux, des solides, des assemblages, beaucoup plus facilement que si vous n'aviez que du papier ou du carton, etc. Et on n'a plus besoin d'outils technologiques, enfin de maîtrise matérielle. Hein, vous n'êtes pas obligé d'être spécialiste en scierie ou en découpage du bois là, pour fabriquer votre matériel pédagogique. Ça, c'est associé à une démarche qui s'appelle les Fab Labs, qui se développe dans plusieurs universités. Je reviens de Cergy-Pontoise hier, où ils ont monté un Fab Lab ouvert sur l'ensemble de la communauté, donc n'importe qui peut y rentrer, enseignants, enfants, personnes habitant dans le coin. Le modèle économique, c'est vous amener le produit que vous amenez la matière première, vous laissez vos chutes pour que les autres puissent s'en servir pour s'entraîner. Tout est gratuit, à part ça. Et quand on vous forme à quelque chose, ben vous devez en contrepartie former à autre chose. C'est-à-dire que c'est sur le modèle. Voilà. Vous ne savez pas utiliser l'imprimante 3D, il y a quelqu'un qui est là qui va vous montrer. Mais vous êtes prof de maths, vous avez d'autres compétences et d'autres habiletés dont je ne peux pas me douter en vous voyant là comme ça. Mais, donc sans doute d'autres habiletés, d'autres points d'intérêt. Et vous pouvez former, alors vous avez peut-être des aquariophiles dans la salle, et voilà. vous écrivez vos tableaux, et moi je veux bien former à l'aquariophilie, aux échecs, au bridge, voilà. Et donc les gens passent et disent, ah bah oui, tiens, moi je voudrais bien faire mon aquarium, et donc vous allez échanger du service. Donc c'est associé un peu à cette démarche-là, et donc c'est associé à des démarches, alors au niveau de la classe, de ce même type-là, c'est-à-dire des démarches de type projet, où les élèves vont essayer de construire leur propre projet individuel. Donc là, je
ne parlerai pas d'EPI ou de choses comme ça, mais dans des démarches de type projet, on peut trouver ces outils-là et cette idée de Fab Lab, donc laboratoire de fabrication, où vous avez tout un tas d'instruments et d'outils qui vont permettre de faire des choses en fonction d'un projet donné, et en particulier l'interdisciplinarité ici va pouvoir jouer aussi. Je n'ai pas dit trop de gros, ça va. Les technologies aussi, alors là, c'est peut-être pas tout à fait une technologie en soi, encore que la robotique en est une, et la programmation en est moins une. Mais donc, voilà, la question, alors vous connaissez sans doute Scratch, voilà, qui a été créé par le MIT, et donc les successeurs de Seymour Papert, qui est décédé au mois de juillet, qui était l'inventeur du logo. Donc là, c'est Carl Resnick en particulier qui a développé cet outil-là. Je sais que les informaticiens en disent pas de bien. Parce que d'abord, on n'est pas sur du langage orienté objet. Hein, on est sur des processus, mais pas du langage orienté objet. Et que le passage des variables n'est pas propre. C'est-à-dire que vous êtes toujours sur de la variable globale et pas sur du passage par variable. Et donc, ça les gêne beaucoup. Alors, je sais qu'il y a un 3D logo, quelque chose comme ça, qui marche sur le même principe que Scratch, mais qui est plus propre informatiquement, qui a aussi été développé par le MIT, qui marche beaucoup, enfin, qui convient mieux aux informaticiens. Néanmoins, comme première approche, et en particulier si vous êtes au primaire, le passage par variable à l'école maternelle, ça va être relativement calme. Ce type d'outil-là, ça permet d'initier aux boucles, au programme, etc. Et puis vous allez avoir des outils qui vont permettre, encore une fois, de relier la programmation avec le réel. Parce que quand je vous parlais d'impression 3D, de la démarche par projet, eh bien on va être sur cette question de... On a une discipline immatérielle. La géométrie, on a une discipline conceptuelle. Et comment cette discipline peut s'instancier pour donner des effets sur le réel? Eh bien, c'est par l'intermédiaire de l'impression, c'est par l'intermédiaire des interactions. Je vous parlais de la domotique, et là je vais vous parler de la robotique. Donc vous avez des petits robots, par exemple le Timeo ou le Nao. Alors Timeo, le ticket d'entrée est à 150 € hein, pour un robot avec sa mallette pour le faire fonctionner. Donc là on commence à être, on n'est plus dans 18 000 € pour un dispositif de visioconférence. Nao est plus cher, hein, je crois. Vous avez les robots de chez Lego qui doivent être autour de 400-500 € à assembler. Donc là, la question, c'est voilà, quels sont les usages en classe et comment est-ce qu'on peut instancier ces usages-là. Et là encore, la relation... Alors oui, c'est trompeur. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que c'était trompeur. Il n'a pas du tout cette taille-là. Hein. Il est grand comme ça, hein, le Timeo. Hein. Ça fait... Non, c'est tout petit. J'étais en train de dire quoi? Oui, à quoi ça sert? Oui, ben donc c'est le passage de l'abstrait au concret, et c'est le fait que les mathématiques vont permettre de résoudre des problèmes qui vont avoir un effet dans la vie réelle. Alors moi je suis pas pour l'idée de dire que qu'on a une discipline qui est au service des autres. Hein. C'est pas du tout le discours que je dis, mais que quand c'est une discipline à part entière, il n'y a pas besoin de le démontrer, je pense, dans cette assemblée, mais qu'elle peut permettre de résoudre des problèmes, c'est aussi un aspect des mathématiques. Et il ne faut pas non plus le négliger. Hein. On ne peut pas dire que les maths, c'est au service de toutes les autres disciplines. D'ailleurs, dans la façon dont la science se construit, c'est plus vrai. Hein. Ce n'est pas le physicien qui va toquer à la porte du matheux pour dire « Tiens, il faut que tu me résolves cette équation-là, qui va créer une nouvelle équation mathématique. » C'est pas la démarche qui existe actuellement. Mais en tout cas, il ne faut pas négliger cette dimension-là. Alors, justement, les démarches. Alors, des démarches et des sigles, hein. Je ne vais pas tout développer. On aime bien les sigles hein, quand on est sur les technologies, je ne sais pas pourquoi. Donc, toutes ces technologies-là, elles vont se concrétiser dans des nouvelles démarches. Alors, EAD, enseignement à distance, FOAD, formation à distance, formation hybride. Donc là, on est sur des démarches qui vont alterner du travail en présence ou à distance, ou intégralement à distance. Le fait qu'il y ait des hauts, là, c'est la dimension ouverte, c'est le fait que les utilisateurs vont pouvoir aller sur leur cours quand ils veulent, à n'importe quel moment, se former à n'importe quel moment. C'est une démarche ouverte. Flipped learning, alors, et puis cours inversé, c'est la même chose, hein, c'est les deux acceptions
c'est plutôt dans le... Par exemple, les Belges ne parlent de flipped learning, même s'ils sont francophones. C'est l'idée qu'on ne va plus mettre l'enseignant dépositaire des connaissances, mais qu'on va le mettre en position d'accompagnateur des connaissances. C'est-à-dire que l'enseignant, il va poser, son rôle, ça va être de poser un certain nombre de cadres et de contraintes qui va amener les élèves à, grâce à un système de documentation et de recherche, construire eux-mêmes le cours. Par exemple, j'ai un étudiant qui a fait son travail il y a 2 ans. Ses élèves, il ne le cherchait pas à l'origine. Hein. Il dit, allez, aujourd'hui le cours c'est sur la droite de l'air. Et puis il y a des élèves qui disent, ouais, de toute façon, ça ne sert à rien votre cours. On trouve ça sur Google facilement. Je ne l'ai pas nommé, hein, Google. Et donc il a dit, bah chiche. Allez, je ne fais pas le cours, on va lancer à l'info. Et puis vous me trouvez la démonstration. Par contre, attention, une démonstration que vous puissiez m'expliquer. Hein. Et donc là, donc les élèves, alors, vous voyez, la scénarisation n'était pas très construite. Hein. On peut avoir une scénarisation beaucoup plus construite que ça. En particulier les Belges, je travaille beaucoup là-dessus. J'ai oublié le nom du collègue qui est... Comment? Non. Pas peur, hein, je suis pas très grave. Marcel Lebrun, vous disiez. Marcel Lebrun, oui, pardon. Qui a fait des démarches beaucoup plus construites avec des systèmes de projet, de présentation. Mais donc là, mon étudiant, il a fait du cours inversé, sans le savoir au début, mais il a fait du cours inversé. Alors après, le cours inversé, moi j'en ai vu des démonstrations sur certaines plateformes de bon usage d'ETIS, hein, où vous avez l'enseignant qui filme son cours d'anglais, c'est dans le primaire, hein, qui filme son cours d'anglais, les élèves viennent en classe, sur tablette, ils regardent le cours d'anglais du prof qu'il avait en face, oui, qui d'ailleurs est à son ordinateur pendant ça, je ne sais pas ce qu'il fait. Et ensuite, ils font les exercices. Alors ça, c'est pas du cours inversé, du moins, ça pose des questions. C'est le théâtre filmé, oui, c'est ça. Alors après, ils disent, attention, grâce à ça, l'élève, il peut reculer en arrière, et évidemment, l'enseignant, si on lui a demandé de répéter, il ne l'aurait pas fait. Non. Tout le monde le sait bien, on fait cours, et puis les élèves... Ceux qui ne comprennent pas, c'est pas grave. Donc, c'est là que le non-verbal a son intérêt, surtout quand on est filmé, parce que vous reprenez juste cet extrait-là. Donc, EIAH, EAO, donc environnement informatique pour l'apprentissage humain, enseignement assisté par ordinateur. Donc là, ça va être tous les systèmes experts qui vont assister l'enseignement. Alors par exemple, il y a un projet qui s'appelle Pépite, qui permet, sur la base d'une somme d'exercices, de faire des diagnostics sur les compétences en algèbre des élèves. Donc là, c'est des exercices qui sont donc, pilotés par des didacticiens. C'est Brigitte Brujon hein, qui s'occupe de ce projet-là. Et donc, ça permet donc de faire un diagnostic, un auto-diagnostic de certaines... Serious Game et simulation. Alors là, c'est mon champ de recherche. Alors, Serious Game par rapport à simulation, pour faire simple, dans un jeu sérieux, il y a un scénario qui fait qu'il y a un gagnant quelque part, il y a une meilleure solution quelque part. Donc moi je travaille beaucoup plus sur les simulations, parce qu'en fait pour moi, dans l'enseignement, puisque je simule les pratiques d'enseignement, s'il y avait une unique et bonne solution, ça se saurait. Donc on va y revenir, donc je ne m'appesantis pas beaucoup. BEL, donc base d'exercice en ligne, je vous ai parlé de WINS par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Vous avez en particulier sur Césamat, etc. Voilà, des exerciciels. Et puis là, en dernier, les MOOC et les SPOC. Donc Massively Online Open Courses et à son opposé Small Private Open Courses. Donc les Massively Open, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'utilisateurs qui apprennent parce qu'ils interagissent entre eux. C'est l'idée de créer des communautés qui vont interagir entre elles. Sur la base d'un cours qui est en général un cours fait par une sommité, etc. En général, ils ne sont pas diplômants. Moi, pour l'instant, il y en a assez peu qui sont diplômants. Donc, c'est souvent des produits d'appel pour les universités qui disent comme ça, vous voyez comme c'est bien chez nous, alors venez vous inscrire et payer les droits d'inscription après. Et à l'opposé, donc les small private, donc les tout petits cours, où là, il va y avoir une communauté beaucoup plus restreinte, mais beaucoup plus spécialisée, qui va interagir pour apprendre, pour que les gens apprennent entre eux. La dimension, c'est quand même le open, c'est-à-dire que ça reste quelque chose d'ouvert.
et puis le C de cours, c'est-à-dire qu'il y a quand même un apprentissage qui est visé derrière. Bon, alors, moi la question que je me pose dans tout ça, c'est pourquoi utiliser ces technologies et que sait-on des effets sur les pratiques d'apprentissage, sur les apprentissages. Alors, je vais essayer de répondre, c'est une réponse personnelle à la première question. Sur la question des effets, on est quand même confronté à une très grosse difficulté, c'est qu'on n'est pas sur on est sur des temporalités qui sont très distinctes. C'est-à-dire mesurer un effet d'apprentissage, l'effet d'introduction des tablettes en classe de CP sur les résultats au bac, vous voyez l'échelle de temps sur laquelle on se trouve. Donc on est souvent sur des effets très locaux ou sur des études qui prennent beaucoup de temps. Et comme les technologies évoluent très vite, eh bien souvent on a les effets trop tard. Voilà. Avec un collègue qui est dans l'Assemblée, je pense qu'on avait commencé à travailler sur la façon dont les étudiants changeaient de pratique entre l'IUFM, à l'époque école autonome, et l'intégration à l'université. On n'a pas eu le temps de finir la recherche, qu'on était passé à la masterisation, et on n'a pas eu le temps de finir la recherche, qu'on avait encore une réforme derrière. Donc, donc voilà, donc, vous voyez, sur les différentes temporalités, on est très embêté. Néanmoins, on a quand même des études, alors des études de neuroscientifiques, mais encore une fois, moi mon point de vue sur ces études de neurosciences, c'est qu'il faut les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des états de fait, mais qu'après, les conséquences sur les apprentissages sont encore à mesurer. Puis on a des études ponctuelles ou sur des échelles de temps de quelques années, qui sont très intéressantes aussi, mais dont il faut essayer de tenir compte quand on travaille sur une technologie. Alors j'aurais pu vous interroger, mais moi ce que me disent mes étudiants sur la première question, pourquoi utiliser ces technologies, ils me disent c'est pour préparer les élèves à l'avenir, parce que dans la société, ils en auront besoin. Alors moi je vous ai mis ce sur quoi on m'a préparé à l'avenir quand j'étais élève. Donc c'était un bulbe mitral associé à un TO7 sur une télévision. Et donc ça, c'est comme ça qu'on m'a préparé à l'avenir et donc à utiliser des tablettes. Vous voyez que là encore, on est sur une échelle de temps. Alors ça ne veut pas dire que ce que j'ai appris ne m'a pas servi. La question c'est, est-ce que c'est important de leur apprendre certains aspects très techniques et très localisés à certaines machines qui existent actuellement, ou est-ce que c'est plutôt notre rôle de leur donner une attitude réflexive, on va y revenir, pour qu'ils puissent se débrouiller avec l'évolution des technologies. Avoir une attitude réflexive, ça veut dire se poser des questions, interroger, douter. Là, vous savez très bien, j'ai cité Google tout à l'heure, mais Google, il vous donne ce qu'il veut bien vous donner comme recherche, comme résultat de recherche. Qui sait comment l'algorithme de Google fonctionne intrinsèquement, comment il choisit les réponses? Il y a eu un article dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, que non seulement il choisit les réponses avec un certain algorithme de tri, mais aussi en fonction de vos recherches passées et de ce qu'il a capté de vous sur votre ordinateur. Donc finalement, quand vous vous posez une question, vous allez avoir la réponse que vous voulez, mais pas la réponse qui peut exister. Donc, vous voyez, d'avoir une attitude réflexive, de questionner ce que disait mon étudiant, c'est-à-dire, vous pensez que Google, vous avez trouvé la démonstration de la droite de l'air? Mais ben non. Il n'y en a aucune que les élèves peuvent comprendre et réexpliquer de définition. Il y en a des très très surprenantes, il y a des choses qui sont extrêmement au-delà de leurs compétences, il y a des choses qui sont très, très, très basiques, très factuelles, mais qui ne démontrent rien. Enfin, vous regarderez, vous ferez le test si vous voulez, vous verrez que c'est très très enrichissant. Donc là, du coup, on amène les élèves à réfléchir. On ne les forme pas à rechercher sur Google, on les forme à réfléchir à ce que c'est qu'un moteur de recherche, à ce que c'est qu'un réseau, etc. Bon, on pourrait parler d'identité numérique, d'éducation aux médias aussi. Bon, alors les élèves me disent, oui, mais alors ça motive. Mes étudiants me disent, oui, mais ça motive aussi les élèves. Alors, motiver, comme ça, ou comme ça. Donc, vous voyez, le problème de la motivation qui est lié aux technologies, on peut avoir une tendance à être sur cet effet carotte-bâton. Et c'est assez amusant, les gens qui présentaient WIMS tout à l'heure disaient, il faut faire attention au temps que les élèves passent dessus parce qu'ils veulent absolument obtenir au final 10 sur 10. Alors que finalement, ils ont appris suffisamment, mais bon, il y a des toutes petites nuances dans les exercices, et donc les élèves refont jusqu'à obtenir 10 sur 10. Donc il y a cet effet. Alors qu'ils auraient 16 sur 20, c'est ce que disaient les collègues tout à l'heure, ils auraient 16 sur 20, ils seraient très très contents.
Mais non, là, parce que c'est sur ordinateur, parce qu'il y a le score qui apparaît, parce qu'on peut refaire. Alors, voilà, la question de la motivation, est-ce que c'est une motivation intrinsèque ou extrinsèque? Est-ce que c'est une motivation ou est-ce qu'on attend d'eux qu'ils aient la bouche ouverte grande devant l'écran et la bave qui coule pendant 1 heure, quoi. Alors là aussi, moi, je n'ai pas le temps de vous la montrer, mais vous irez regarder la démonstration produit d'une grande marque de TNI. Donc ils ont mis ça en ligne. Donc ça vous explique. C'est une vidéo en anglais doublée en français, donc c'est assez fabuleux à regarder, quand même, déjà, rien que pour ça. Et donc, vous voyez les élèves de petite section de maternelle, de moyenne section de maternelle, en rond devant le TNI, la maîtresse au TNI, donc vous voyez bien que c'est l'outil de l'enseignant, hein. Puis les élèves qui sont ébahis avec la langue tombante comme ça, ils disent oui, c'est fabuleux, les élèves sont sages, ils comprennent tout. Voilà, bah non, pas nécessairement. Et ce que vous recherchez, vous, c'est pas de la passivité, c'est au contraire que les élèves. Alors vous ne cherchez pas de l'agitation non plus, hein, mais c'est que les élèves s'investissent, se questionnent, cherchent, etc. Alors, ce que me disent aussi mes étudiants, ce qui est fabuleux, c'est l'innovation, c'est le nouveau, la nouveauté, le super truc, la version 2, la version 4, etc. Bon. Là encore, moi, il me semble qu'il faut être très attentif à cette idée d'innovation, de nouveauté. Et c'est un concept d'innovation qui mérite d'être questionné, et surtout dans le domaine de l'éducation. Alors, Jean-Baptiste Lagrange, par exemple, avait fait une étude assez intéressante. On lui avait demandé de faire une conférence sur c'est mon ancien collègue à l'université de Reims, professeur des universités. On lui avait demandé de faire une conférence sur le tableau numérique interactif. Il a dit d'accord, mais moi je vais regarder de quand date le tableau noir, en fait. Et finalement, on se rend compte que le tableau noir, alors que ça semble être quelque chose qui est absolument intégré et indispensable dans une classe, eh ben, il a 150 ans, en fait, 100 ans à peu près. Et que finalement, avant, on faisait tout à fait sans tableau, parce que c'était une autre façon d'enseigner. Alors, vous pourrez aller lire, il a écrit un article suite à ça, hein, dans RDM, et bon, il est téléchargeable en ligne aussi sur son site. C'est un article assez agréable à lire et assez simple à lire. Et du coup, il montre effectivement que finalement, l'installation du tableau noir, alors comment il faisait avant? Avant, le texte du savoir, c'était pas l'enseignant qui le développait. Là, vous, le texte du savoir, c'est vous qui le développez. Il y a des manuels, mais c'est vous qui le développez en classe. Avant, les textes du savoir, ils étaient sur des livres. C'était ce qu'ils appelaient l'apprentissage individualisé. Ou alors, il était sur des planches. Et donc, la réforme ici, avec, vous voyez, les réformes Ferry, etc., c'est de renvoyer les enseignants avec un certain nombre de compétences, dont celle de développer le texte du savoir. Donc, la méthode simultanée. Et plus individualisée. C'est plus les élèves qui lisent le savoir et l'enseignant qui circule. Et vous voyez, finalement, on y revient un petit peu avec les cours inversés. Donc, en fin de compte, quand on questionne le passé, on se rend compte que ce qu'on considère comme acquis, finalement, ce n'est pas forcément quelque chose qui est gravé dans le marbre et qui existe depuis l'Antiquité. Finalement, notre outil, là, le tableau noir, eh bien, il n'a que 100 ans et finalement, il est incorporé dans nos pratiques, soit, mais il mérite aussi même d'être questionné. Donc, il questionne le tableau numérique interactif. Alors, si on regarde un petit peu des éléments d'historique, parce que je vous ai promis un petit peu d'histoire, voilà. On parle de cours à distance. Bah oui, mais le CNED, ça existe, hein, ça a un siècle. Alors évidemment, ce qui va changer, c'est peut-être que avant vous écriviez vos exercices sur une feuille, vous les mettiez dans une enveloppe, vous léchiez un timbre, vous les envoyiez à quelqu'un qui les recevait, qui les lisait, qui vous les annotait, qui vous envoyait. Bon, ceci dit, le téléphone, il existe aussi. Donc il y avait des conférences téléphoniques, il y avait des interactions avec des formateurs. Donc il y avait déjà du synchrone. Hein, on pouvait avoir, au CNED, on pouvait avoir un prof au téléphone qui vous explique les erreurs que vous aviez commises, etc. Donc il y avait déjà de l'asynchrone et du synchrone. Il y avait déjà mes devoirs, je peux les faire n'importe quand. Et quand je vous disais que ce n'est pas cumulatif, vous chercherez une étude sur l'enseignement à distance mené au CNED, vous verrez que ce n'est pas simple. Dans les années 60, on a installé les programmes de télévision éducative.
avec un institut qui s'appelle ORTE, me semble-t-il, Office de la télévision éducative, comme l'ORTF, Radio-Télévision éducative, qui a donné plus tard le CNDP, qui donne maintenant Canopé. Finalement, le CNDP, il est né de cette question de la télévision éducative. Et là, on peut retrouver des textes qui disent « Mais attention, le fait de mettre des programmes de télévision éducatifs en classe, ça va supprimer le rôle de l'enseignant qui n'aura plus sa place en classe, etc. » Bon, vous êtes toujours là. Moi aussi. Et comme je forme des enseignants, si vous n'avez plus de boulot, moi non plus. Donc, voilà. Là, pareil, on a quelques études qui questionnent un petit peu ça, mais qu'est-ce qu'on y mettait dans ces programmes? Comment est-ce qu'ils ont été constitués? Dans les années 80, l'enseignement assisté par ordinateur, là on a mis en place un grand plan, le plan informatique pour tous, à la fois d'équipement mais de formation. Il y a des gens qui ont été détachés intégralement, une année, pour produire des programmes informatiques pédagogiques pour les classes. Et il y a eu un certain nombre de personnes. Là encore, est-ce qu'on a tiré les leçons de ce qu'on a fait là? Alors, pour la question politique, vous verrez pourquoi, quelle société a été utilisée pour le déploiement. Bon, il y avait peut-être d'autres enjeux que les enjeux purement éducatifs derrière tout ça, mais en tout cas, voilà, est-ce qu'on a tiré les enjeux et les conséquences de cette petite formation? Pourquoi est-ce que finalement ça s'est éteint? Il y avait des choses extrêmement intéressantes qui avaient été produites à cette époque-là. Pour ceux qui ont connu les fameux nanoréseaux, là, ceux que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait des choses très intéressantes. Bon, les vidéos de formation sur CD-ROM, en ligne et sans correction, les conférences téléphoniques, et alors là, où en sommes-nous et qu'est-ce qui a changé réellement? On a des tablettes, des smartphones, de la 4G, de la 3D, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé dans tout ça? Ben, finalement, c'est l'accès à l'information. Peut-être que s'il y a une vraie nouveauté, depuis tout ça, c'est l'accès à l'information. L'élève qui voulait avoir une démonstration de la droite de l'air dans les années 60, il fallait qu'il trouve une bibliothèque quand même, hein, dans laquelle il y avait un bouquin qui en traitait, donc il fallait ensuite qu'il trouve le bouquin et ensuite qu'il comprenne la démonstration. Alors je ne sais pas d'ailleurs s'il y avait beaucoup de bouquins de vulgarisation de cette question. Là, non seulement on a un accès assez important, mais c'est aussi le fait de la temporalité. Même si on avait la bibliothèque à côté de chez soi, là maintenant, vous dites quelque chose, les élèves sont en capacité de vérifier ce que vous avez dit. Une date, un fait, etc. Si on leur laisse l'accès à Internet, évidemment. Ce qui change aussi, c'est la communication interpersonnelle. C'est-à-dire que là où, quand vous aviez un problème, une question, vous pouviez la poser à un ensemble assez restreint de personnes qui constituaient votre entourage. C'est d'ailleurs pour ça que les associations comme la PNEP existent, c'est l'idée de fédérer les gens, d'organiser des réseaux, de pouvoir discuter, d'avoir des outils de liaison, hein, les bulletins, tout ça, c'est des choses qui permettent de relier les gens entre eux, de créer des communautés. Là, vos élèves, ils ont un accès à des milliers de personnes, et quand ils posent une question, eh bien, en général, ils ont une réponse assez rapidement à cette question, même si donc ils ne sont pas capables d'accéder à l'information initiale primaire. Et donc, peut-être que c'est la place de l'enseignant qu'il faut questionner dans tout ça, au final, et celle du formateur, parce que comment est-ce qu'on forme des enseignants maintenant avec cette dimension-là? C'est-à-dire, je ne parlerai pas des concours et de ce qu'on évalue dans les concours, mais comment est-ce qu'en tant que formateur d'enseignants, on pose la question de ces éléments-là? Alors, si je résume, pardon. Voilà. Moi je vois, je vous ai montré ce que je ne voyais pas comme façon d'utiliser les outils, ce que je vois moi comme raison d'utiliser les technologies numériques, c'est qu'elles nous font gagner énormément de temps ou qu'on ne peut pas faire sans. Donc là, on a l'impression 3D, la visio, la réalité augmentée. Vous voyez par exemple, l'élève qui est hospitalisé, eh bien, il va pouvoir, tout en étant en sécurité dans un hôpital, avoir accès à un cours sans qu'on puisse déplacer. On n'a pas les moyens de déplacer un prof pour faire un cours à chaque élève hospitalisé, mais il peut accéder à un cours. Voilà. Bon. Ça, on peut guère faire sans. Évidemment, on peut faire autrement, on peut envoyer un prof, comme je vous l'ai dit, mais au moins, là, on a des outils qui permettent de simplifier cette relation-là. L'impression 3D, je vous parlais des cubes en polystyrène qu'on découpait, etc. Voilà, donc tout ça, on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant ou qu'on faisait plus difficilement.
Moi, j'ai souvent entendu dire, les enseignants, quand on travaille sur le plan, imagine que tu voles au-dessus de la classe. Oui, sans substance illicite, c'est pas souvent que les élèves ont eu cette expérience-là. Ou alors avec un bon treuil. Alors que là, avec ces outils-là, vous pouvez voir très facilement ce qui se passe et comment on voit une chaise, une table, l'assemblée, vue du dessus. On peut se projeter à différents endroits, on peut regarder à l'intérieur des solides, on peut... Voilà. Ça, c'est beaucoup plus facile que le treuil ou les substances illicites, qui sont évidemment illicites de boulot. Donc là, vous avez par exemple un crayon, ça ne vaut pas très très cher, ça vaut une trentaine d'euros, un crayon d'impression 3D, et là, vous écrivez finalement dans l'espace en 3 dimensions. Là, vous avez la réalité augmentée. Et là, bon, évidemment, c'est sur de la... Comment dire, c'est sur des choses qui sont du divertissement. Mais Aurasma, par exemple, qui est un logiciel gratuit, vous permet même de détecter des éléments de paysage et de réintégrer des choses dans la vidéo. Par exemple, j'ai des collègues qui ont créé un rallye web pour la formation de leurs enseignants. Donc vous vous promenez avec la tablette et je vous dis, vous trouvez le logo de la PMEP. Bon, je me promène avec ma tablette, je vise le logo de la PMEP et sur le logo de la PMEP s'incruste une vidéo en 3D, comme ça, avec les éléments de réponse. Je demande, par exemple, j'ai des solides, quel est le solide qui a laissé cette empreinte parmi un autre solide donné, qui a laissé cette empreinte. Donc le cube, qu'est-ce qu'il laisse comme empreinte? Donc hop, je vise les différentes empreintes et pof, je vois mon cube qui s'incruste en 3D dans ma réalité augmentée. Ça, sincèrement, si vous avez une tablette, le logiciel est gratuit, ça prend allez, un quart d'heure à faire ça, à s'approprier. Il vous demande de viser l'objet, donc il faut que ce soit suffisamment net, mais ça après avec la tablette, voilà, que vous voulez repérer. Il vous demande ce que vous voulez incruster, donc c'est à vous d'utiliser, il y a une banque d'objets déjà existants, puis sinon vous créez votre propre objet ou votre petite vidéo. C'est sonorisé, donc vous pouvez avoir des indications audio-vidéo intégrées complètement dans ça. Donc là, pareil, quand je vous dis on ne pouvait pas faire 100, c'est pas tout à fait vrai, on peut faire 100. Néanmoins, là on fait avec une vitesse très importante, et puis ça permet d'individualiser les choses. Aurasma. Je pense que ça existe normalement sur Android aussi et sur iPhone. Par iPhone. Bon, les simulateurs, évidemment, voilà. Quand on disait jamais la première fois sur un vrai patient, les simulateurs de vol et les simulateurs de centrales nucléaires, on préfère qu'ils s'entraînent, ces gens-là. On y reviendra sur la question des simulateurs. Donc, première raison, on ne peut pas faire sans. Deuxième raison, quand l'apprenant travaille de façon plus autonome. Parce qu'effectivement, on va pouvoir individualiser l'apprentissage avec les simulateurs et les jeux sérieux. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas d'interactions. Je vous parlais en particulier de Pépites, de choses comme ça, ou de Wings. On peut créer des parcours à l'intérieur de ces outils-là où les élèves s'orientent en fonction des réponses qu'ils ont obtenues pour individualiser les parcours. Donc là, on va y revenir aussi. On a par exemple des simulateurs de... Ça existe dans le milieu professionnel. Pour Renault, les simulateurs de relations clients, ici Alliance. Voilà. Et puis notre simulateur de classe, que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça, c'est notre simulateur informatique de classe. Et enfin, quand la technologie a changé la donne. Donc l'enseignant comme ressource, éduquer à l'information et aux médias et donner les clés de la compréhension. Donc pour moi, il y a des éléments qui viennent d'arriver, en quelque sorte, par rapport aux technologies. C'est le fait de se placer comme quelqu'un qui va faciliter l'accès aux ressources, une dimension d'éducation aux médias, parce qu'effectivement, le fait d'apprendre à se méfier, mais à questionner et à douter, ça fait partie des choses. Et puis aussi, vous savez que l'informatique est entrée à grands pas dans les programmes avec le code. Mais le code, il ne faut peut-être pas le voir comme un outil pour que les élèves apprennent le code pour le code, mais qu'ils apprennent le code pour comprendre ce que c'est qu'un code informatique, comment ça marche, et comment les boîtes noires... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une collègue qui travaille sur la modélisation, qui s'appelle France Caron, qui est du Québec,
Elle dit, en fait, on nous a installé des boîtes noires. C'est-à-dire qu'avant, c'est nous qui on pouvait modéliser le monde, et maintenant les informaticiens nous ont installé des boîtes noires qui nous donnent un accès à l'information, mais on ne sait pas comment la boîte noire travaille à l'intérieur. Et donc, l'idée, c'est d'ouvrir ces boîtes noires de façon à pouvoir comprendre. Hein, quand vous faites une recherche Google, c'est une boîte noire. Vous ne savez pas l'algorithme qui est derrière et qui trie les informations et pourquoi c'est celle-là qui sort en premier. Je ne parle pas des 4-5 qui ont été payés par les recherches privées normales. Alors, ça c'est... Oui, j'ai dû la louper un petit peu. Voilà. Alors, voilà, ça c'est les MOOC. Donc là c'est fun, hein, France Université Numérique. Ils ont toujours trouvé des noms rigolos. Mais bon. Et donc là par exemple, vous pouvez vous former à certains outils. Alors, le problème de tout ça, hein, c'est que ça renvoie quand même pas mal à l'autodidaxie. Et les recherches sur l'autodidaxie montrent que ça ne concerne pas toute la population. Hein. C'est-à-dire que les gens qui sont capables de se former de façon autonome, c'est une frange qui est autour de 10% de la population. Donc il faut y être attentif quand même quand on pense à généraliser ce type d'outil-là. Et donc, moi aussi, mon point de vue, c'est un proverbe d'informaticien qui dit que 99% des pannes informatiques, le problème se situe entre la chaise et le clavier. C'est-à-dire que pour un informaticien, le problème c'est nous. Et bien ça, moi il me semble que ça doit nous renseigner, alors c'est pour que nous on s'implique justement. Parce que si on laisse aux informaticiens le rôle d'organiser, de créer des logiciels pédagogiques, puisque pour eux le problème c'est nous, eh bien ils vont essayer d'annihiler au maximum le problème. C'est nous ou c'est vos élèves, hein, c'est les usagers. Alors que nous en fait ce qu'on veut, c'est que les élèves apprennent. Donc pour moi, il y a vraiment un rôle extrêmement important de l'enseignant à s'impliquer dans la création des outils, dans les interactions avec les informaticiens, pour en quelque sorte les contraindre à s'adapter aux utilisateurs. Parce que naturellement, le programme et la machine, ils marcheraient nettement mieux sans les utilisateurs. Alors, je vous parlais de WIMS. On a des petits outils, par exemple, là vous êtes sur TinyTaps. Alors ça marche très bien pour l'école primaire et pour le collège. Les interactions sont extrêmement réduites. Sur TinyTaps, vous pouvez poser une question orale et l'élève doit appuyer à un endroit d'une image. Vous pouvez poser une question et l'élève doit taper une réponse écrite et vous testez les réponses que vous voulez obtenir. Vous pouvez mélanger des informations, les élèves doivent les remettre dans l'ordre, puis vous pouvez passer une vidéo. Donc c'est extrêmement basique. Tout ça, c'est incorporé dans la tablette. Quand je dis vous posez une question, vous ouvrez le logiciel, vous dites allez, je prends une image, et puis je leur demande, je ne sais pas moi, quel est le point de rebroussement de la courbe, machin, voilà. Donc j'ai une photo de la courbe, j'ouvre la tablette, enregistrer la consigne. Donc vous dites, trouve le point de rebroussement de la courbe. Voilà. Il vous dit où est-ce que l'élève doit appuyer pour avoir bon, vous cliquez, et puis c'est fini. L'application est faite. Donc vous pouvez enchaîner comme ça les exercices de façon extrêmement simple et extrêmement basique. Vous l'enregistrez sur votre tablette, vous l'ouvrez en ligne, et donc en ligne vous avez deux choix, trois choix. Soit vous décidez de le vendre, enfin d'essayer de le vendre. Ça veut dire qu'il est mis dans un espace où l'utilisateur qui doit payer 15 centimes pour le télécharger, ou bien vous décidez de le mettre ouvert à tous. C'est ce que je fais et c'est ce que je vous conseille quand même. Et puis vous pouvez le mettre en ouvert à tous et modifiable. C'est-à-dire que les gens peuvent le télécharger et puis le modifier parce qu'eux, ils ne veulent pas le point de rebroussement, ils veulent autre chose. Et donc, voilà. Bon, bah ça, c'est typiquement un outil. Alors là, c'est même pas un quart d'heure, hein, c'est 5 minutes pour s'approprier l'application et faire déjà des petites choses qui vont être, même si elles ne sont pas très très riches d'un point de vue informatique, extrêmement plus pertinentes que ce que vous allez trouver, qui aurait été imaginé par la personne qui a créé cette interface-là. Parce que ce ne sont pas des enseignants, c'est vous qui savez comment les élèves apprennent et ce que vous voulez tester chez vos élèves. Donc là, vous avez TinyTaps. Alors moi, j'ai créé, par exemple, dans le cadre de l'Expert, plein de petites applications d'entraînement. Ça ne va pas chercher très loin. Hein, on est par exemple en CP, là on est sur des dictées de nombres. Bah oui, bah, l'enseignant, plutôt que de dicter les nombres,
oralement comme ça, puis les élèves écrivent sur la feuille et ils corrigent. Il met un groupe en autonomie avec l'oreillette, les élèves testent les dictées de nombre, et puis après, avec l'autre groupe, ils travaillent sur autre chose. Donc c'est pas la même chose que le cours inversé de tout à l'heure, puisque c'est pas... c'est d'autonomie. Donc, pardon. Produire, donc sans forcément avoir des connaissances en informatique, vous adhérez à la communauté WINS, vous participez au travail de ces AMAT, vous créez des applications dans TimidApps, dans Learning Apps, dans tout un tas d'outils, et vous contribuez comme ça à faire modifier. Puis après, vous pouvez aussi collaborer avec des équipes de recherche qui travaillent sur des développements de produits. Moi, j'ai collaboré justement sur la maison à domotiser, et on a modifié un certain nombre de choses que les informaticiens ne voulaient pas faire, mais pour qui on a dit, mais non, les enseignants, ça, ils en ont besoin. Le fait que la course du soleil et la course de la lune soient réalistes quand le temps s'accélère, c'est joli, d'accord, mais c'est pas ça qui va faire l'apprentissage dans le logiciel. Par contre, le fait qu'on puisse faire telle chose avec le logiciel, ça va être extrêmement plus important. En particulier, c'est une société portugaise qui nous avait fait la maison et ils ne voulaient pas mettre de chauffage dans toutes les pièces. Bah oui. Bon, alors, se former par le numérique. Ils ne comprenaient pas, hein. Donc, là on passe sur la dimension maintenant formation. Donc moi j'ai analysé les pratiques de formation aux technologies. Alors, je suis parti des travaux de Mahavir Blanchard qui avait travaillé sur le plan IPT, et on a analysé des scénarios de formation, et on a trouvé un certain nombre de biais qui peuvent expliquer l'échec, entre guillemets, de certaines formations, tout du moins le fait qu'elles n'aient pas l'impact qu'elles pourraient avoir. La première chose dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, il y a énormément de formations où on vous confronte aux outils technologiques. C'est-à-dire on vous dit, voilà, allez, vous faites les choses comme si vous étiez un élève, et ça ne permet pas aux utilisateurs de questionner leurs pratiques, ça ne permet pas non plus aux utilisateurs de bien différencier ce qu'on attend d'eux et ce qu'on attend des élèves. Ce que j'appellerais en termes un peu plus didactiques, on ne dissocie pas les genèses instrumentales, la façon dont vous vous appropriez le logiciel, des enseignants et des élèves. Ça veut dire que, par exemple, quand vous avez une formation sur le tableur, par exemple Excel, le formateur il va vous faire faire des boîtes noires. Des boîtes noires, c'est vous rentrez une formule Excel qui opère sur 2 cellules, qui donne le résultat, vous la cachez, vous la recopiez, vous la collez, puis les élèves, en testant des valeurs, doivent imaginer quelle est la fonction qui opère derrière la boîte noire, par exemple. Là, pour vous former à ça, on va vous mettre devant Excel, on va vous apprendre à mettre les $ pour recopier les cellules, à faire le égal pour taper la formule, à masquer, verrouiller des cellules, etc. Sauf que votre élève, lui, il n'a pas besoin de tout ça. C'est-à-dire qu'un élève qui est devant cet outil-là, il a besoin de rien. Si, il a besoin de quelque chose. Il a besoin de savoir que le tableur n'a pas un fonctionnement erratique. C'est-à-dire que quand vous rentrez 1 et 2, si le tableur dit 12, si vous rentrez 2 minutes plus tard 1 et 2, il dira toujours 12. Et que la formule ne va pas changer d'une cellule à l'autre. Donc il a besoin de savoir ça, l'élève. Mais les $, les machins, il n'en a pas besoin. Ce qui fait que finalement, on mélange trop de choses dans les formations aux technologies et on ne questionne pas suffisamment, en profondeur, les savoirs qui sont en jeu là-dedans, en particulier la notion de variable, justement. On ne questionne pas le fait que les élèves peuvent ne pas avoir la même représentation de l'outil informatique que nous. C'est-à-dire que nous, on sait qu'un tableur, ça opère avec une fonction, etc. Mais oui, même rien qu'on le dit avec une fonction, vous êtes en train de leur apprendre ce que c'est que des fonctions. Alors, comment est-ce qu'on peut leur réfléchir à quelle image ils peuvent avoir, eux, de ce que fait un logiciel? On sait très bien qu'il y a des aléas. Le random, il existe dans les ordinateurs, donc on peut générer un certain nombre d'aléas. Alors, comment est-ce que l'élève sait que l'ordinateur n'a pas d'aléas? Donc, l'idée, c'était que, finalement, elles étaient donc orientées beaucoup sur ce qu'on appelle l'homologie et la confrontation du stagiaire avec l'ordinateur, et beaucoup aussi sur l'apport d'informations. C'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, je vous ai présenté des outils, des choses comme ça. Je n'ai pas la prétention de vous dire que vous allez pouvoir utiliser ces outils-là. Finalement, ceux qui utilisent les outils qu'on leur présente, c'est ceux qui sont déjà convaincus de leur utilisation. C'est une catégorie d'enseignants qui
va essayer parce que c'est intéressant d'essayer, parce qu'ils aiment essayer. Donc c'est plutôt, on va dire de façon assez naturalisée, les technophiles, si vous voulez, mais il y a beaucoup plus fin que ça comme catégorisation. Sachant que, paradoxalement, les formateurs nous disent, non, non, l'outil n'est pas intrinsèquement utile, c'est ce qu'on en fait qui est important. Et pourtant, on ne le fait pas dans nos formations. Ce qu'on ne fait pas non plus, c'est qu'on ne prend pas assez compte les attentes et les potentialités. C'est-à-dire qu'on ne prend pas assez compte le métier d'enseignant dans sa globalité. Ce que vous avez à enseigner, les systèmes de contraintes, les programmes, etc. On est beaucoup trop centré sur les outils. Si je vous fais une formation à tel outil, ben moi j'en suis convaincu, j'aime ça, je pratique peut-être même dans ma classe, etc. Donc je vais être convaincu et je vais essayer de vous convaincre. Et en fait, nous, ce qu'on a dit, c'est peut-être plutôt que d'essayer de convaincre les enseignants, c'est plutôt des formations qui vont les amener à réfléchir sur leur pratique, et pas forcément essayer de leur vendre un outil, enfin vendre au sens, vous savez qu'on est là, on n'a rien à vendre de matériel, hein, plutôt que d'essayer de les convaincre d'utilisation d'un outil, c'est de les amener à réfléchir, les faire travailler sur cet outil. C'est comme ça qu'est né le travail sur le simulateur de classe que je vous présente maintenant, et donc qui est né de cette idée de simuler les pratiques de classe. D'amener les enseignants à se confronter à un problème et à réfléchir sur ce problème-là. Alors on a d'abord testé sur des vidéos, et puis après, on a travaillé sur le simulateur de classe pour avoir beaucoup plus de choses. Alors, est-ce que c'est nouveau, la simulation? Les premiers jeux sur ordinateur, c'est OXO, 1952. Ensuite, vous avez eu l'Odyssée, chez Maniavox, hein, avec le fond à coller sur la télé. Après, vous avez eu Habitat, le premier monde virtuel en ligne, 1986. C'était pas beau, hein? C'était 1986. Donc ça, c'est le premier Second Life. Finalement, Second Life, vous avez peut-être connu il y a quelques années, ça date de 1986. Voilà, premier réseau. Voilà. Le premier jeu vidéo utilisé pour la formation, Army Battlezone, par Atari. Et donc, il était tellement bien conçu mathématiquement que l'armée américaine s'en est servie pour entraîner leur pilote de char. Parce que les trajectoires des projectiles étaient tout à fait réalistes. Et donc, ils ont considéré que c'était un très bon outil de donc c'est là que naît, avec ce logiciel-là, sur Atari, le premier simulateur utilisé pour de la formation. Et puis là, vous avez America's Army, et les recruteurs américains à l'armée se servent de ce jeu-là pour tester les comportements des gens qui veulent recruter. Sachant que c'est peut-être pas forcément celui qui tire partout qu'ils vont prendre en premier, mais ça, c'est mon aspect optimiste peut-être. Voilà, et puis depuis plus récemment, 93, 2006, etc., eh bien, voilà, donc vous avez des simulateurs pour la formation qui existent dans énormément d'entreprises. EDF pour les entretiens virtuels, BNP aussi, Renault qui simule la relation client-vendeur avec ses vendeurs. Voilà. Donc tout ça, dans le monde de l'entreprise, la simulation est rentrée dans les mœurs. Juste pour vous dire, quand on interroge les gens en général, pas les enseignants, il y en a 72% qui considèrent que ça pourrait être effectivement stimulant, enrichissant. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition de la société, c'était en 2012, une opposition globale de la société à se former sur des simulateurs. Voilà notre maison virtuelle au Maléo. Donc nous, voilà, on a expérimenté ça, c'est de la simulation de domotique. Alors, avant de faire notre simulateur, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà eu l'idée avant nous? Ben si, Ludovic Morge, qui est maintenant directeur de l'ESP de Montpellier, je crois, a fait sa thèse et son HDR sur la simulation des interactions verbales. Alors là, vous voyez, c'est un document Word, et donc l'élève dit, c'est sur une situation de physique, ou de chimie, je crois. Je n'ai pas le droit d'aller plus loin que la table. Mais, le gaz, la nature, elle n'a pas changé. Bon. Alors, qu'est-ce que vous décidez de lui répondre? Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Et en fonction d'où vous cliquez, ça vous renvoie dans une autre page du document.
Pour les plus anciens d'entre nous, ça leur apparaît peut-être le livre dont vous êtes le héros. Hein, donc vous arriviez en fin de la page 32, et qu'il fallait lancer un dé, et puis si vous faisiez plus de 6, enfin plus de 4, vous aviez, etc. Page 54, sinon... Les Américains, évidemment, y avaient pensé aussi avant nous. Ils ont fait SimSchool. Alors SimSchool, c'est un simulateur de classe, donc vous avez votre classe virtuelle. Le problème, alors c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire gratuitement. La seule chose dans le gratuit, c'est que vous ne pouvez pas sauvegarder vos scénarios. Le problème, c'est que d'abord, c'est une classe très, très américaine dans son organisation, ça nous gênait un petit peu, mais c'est surtout que ça simule la mise au travail des élèves beaucoup plus que ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la façon dont les élèves apprennent. Tout du moins, les Américains, ils simulent, enfin, dans ce logiciel-là, la façon dont les élèves apprennent, mais pas dans le sens où nous on l'entend. C'est-à-dire qu'ils ont des profils d'élèves, visuels, auditifs, perturbateurs, etc. Et donc, vous attribuez, vous paramétrez votre classe avec ces profils-là, et en fonction de la mise au travail, c'est-à-dire comment est-ce que vous leur donnez telle et telle chose à faire, vous avez les réactions de votre classe. Alors évidemment, avec toutes les dimensions ethniques aussi qui sont paramétrables dans ce logiciel-là. Alors nous, ça ne nous a pas satisfait, parce qu'on n'a pas réussi à s'en servir de façon à annihiler toute cette dimension-là de pseudo-profil psychologique. Enfin, je dis pseudo, mais parce qu'en fait, c'est pas ce sur quoi nous on travaille réellement. Alors on a vu ça aussi. Il y a Teach Live. Alors vous pourrez aller regarder la vidéo YouTube. Quand on voit la vidéo YouTube, nous on était sciés. En fait, vous avez la dame là, qui est là, qui est une enseignante en formation, qui a son micro au casque, qui est face à un grand écran comme celui-là, et qui parle aux élèves, et les élèves lui répondent. Alors elle dit « Oh Brian, en anglais, oh Brian, alors qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière ?» Il dit « Oh, je me souviens plus, voilà. Ah, si, essaie de te souvenir. Oh, on avait fait de l'anglais. Bah oui, c'est super, Brian, bravo, t'as trouvé une réponse. » Et donc on se dit, mais alors comment est-ce qu'il simule, quel est l'algorithme qui est derrière ça pour qu'elle puisse interagir verbalement en direct avec des élèves virtuels? Et en fait, on s'est rendu compte en regardant plus loin dans la vidéo qu'il y avait un marionnettiste. Donc il y a quelqu'un, vous voyez les pieds de la dame, là, qui surveille ce qui se passe et qui lance les comportements, et les comportements sont générés. Là, les gens ont des segments en métal là, qui permettent de reproduire les mouvements. Donc c'est du théâtre, cette fois. Et puis l'idée de Teach Live, c'est d'entraîner les enseignants dans un environnement sécurisé. Ah ben, et sécurisé pour eux, mais aussi pour les élèves. Donc c'est beaucoup plus de la gestion de classe, et puis c'est très fondé sur le renforcement. Vous voyez, comme je disais, mais là on le voit très bien dans le film, hein. Le gamin il répond, bah ouais, on a fait de l'anglais sans doute, hein. De toute façon on était prof d'anglais. Mais c'est formidable, Brian, tu as dit quelque chose. C'était juste, oui. Mais même quand il dit une ânerie, hein, c'est formidable, tu as quand même essayé de dire quelque chose. Et donc c'est assez... voilà. Bon, donc ça ne nous convenait pas. Donc on s'est dit, bon écoute, à quoi ça sert, nous, de faire des simulateurs? Moins de risques, bon oui, c'est vrai. Moins coûteux, c'est pas complètement faux, on n'est pas dans une période à augmenter les dépenses de formation, et voilà. Mais c'est pas ce qui va nous piloter. Accélérer l'expérience, oui. Nous, ce qu'on voulait, c'est que vous puissiez tester des différentes choses dans un temps restreint. Et puis acquérir des réflexes, ça, c'est pas trop notre point de vue non plus. Acquérir des réflexes, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est là. C'est ce qu'on appelle des simulateurs à échelle complète. C'est-à-dire 1 pour 1, temps réel. Mais le problème du temps réel, c'est qu'il ne vous fait pas réfléchir. Vous êtes obligé de l'agir en permanence et de réfléchir dans l'action. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous réfléchissiez sur votre action. Donc, on va plutôt être sur ce type de simulateur-là. Donc des simulateurs à échelle partielle, on ne simule pas toutes les interactions, et on n'est pas en temps réel. C'est ce qu'on appelle les simulateurs donc à échelle partielle. C'est abstrait, enfin. C'est plus proche du jeu sérieux et plus proche de la résolution de problèmes. Alors, à quoi il ressemble notre simulateur? Ben, nous, on voulait dépasser le livre dont vous êtes le héros. On ne voulait pas jouer les marionnettistes. On voulait quelque chose qui soit d'une qualité au moins digne du TO7. Et donc, eh bien, on a créé
un simulateur informatique de classe qui simule cette situation-là. Bon, je vous le fais très rapidement parce que le temps passe. En fait, vous avez à enseigner, voilà, vous vous projetez dans l'idée, on va vous demander d'enseigner cette situation-là, qui est un problème ouvert. Donc, ça se passe en 2 temps. Vous devez demander à vos élèves de construire dans un logiciel de géométrie dynamique un cercle de diamètre perpendiculaire. Donc là, il faut mettre le petit angle droit. Ensuite, vous prenez un point B et un point F sur les cercles. Vous faites les projetés orthogonaux. Alors là aussi, ça a disparu sur mon écran. Mais donc, vous faites les 2 projetés orthogonaux. Vous tracez le segment AC et le segment BG. Et vous demandez à vos élèves de quel des 2 segments est le plus grand. On est fin CM, début collège, en plein cycle 4. Enfin, fin du cycle 4. 3. Bon, on n'a pas le temps de s'amuser, mais vous aurez deviné qu'ils sont égales, parce que ce sont les diagonales du rectangle, et que la deuxième diagonale, c'est le rayon du cercle, donc avec transitivité des égalités, voilà. Bon. Alors, donc nous on simule. Alors, le simulateur de classe, il est gratuit, vous pouvez y accéder en ligne. La seule chose qu'on vous demande, c'est de créer une inscription. Vous pouvez vous inscrire sous pseudo, on s'en moque, hein, vous pouvez vous appeler Jean Dupont, on en a plein. La seule chose qu'on vous demande, c'est de remplir honnêtement à quel niveau vous enseignez, collège, lycée, primaire, quel est votre pays d'origine, parce qu'effectivement c'est international, quelle est votre ancienneté, et comment vous vous considérez par rapport aux technologies. Parce que nous, on essaye de récupérer des informations pour essayer de voir s'il y a des profils qui travaillent différemment. Et une fois que vous avez fait ça, vous le faites une fois et vous pouvez accéder à la simulation. Pour l'instant, on n'a qu'une seule simulation. Et donc, ça commence comme ça. Hop. Hop. Je vais vous lancer le simulateur. Alors là, c'est la vieille version que je vais vous montrer parce que l'autre est en ligne et je n'étais pas sûr d'avoir les miroirs. Donc, elle est un petit peu plus belle maintenant, mais c'est bien. Alors, est-ce que je peux faire augmenter un petit peu la taille? Oui. Voilà. Donc voilà, vous avez vos élèves virtuels qui sont à gauche. Alors, quand je vous disais ligne du TO7, je ne mentais pas. Alors, on est en train d'y travailler, hein, on essaie de développer le tir. Et donc, vous avez plusieurs choix à droite. Et puis, vous allez voir que vos choix vont avoir un impact sur ce que font les élèves. Alors, le premier choix, comment est-ce qu'on les a déterminés, ces choix? Ben, en fait, on est allé dans des classes, on a filmé des enseignants, on a transcrit ce qu'ils faisaient, toujours sur la même situation. Ensuite, on a montré les films à d'autres enseignants, on a transcrit ce qu'ils nous disaient que d'autres feraient. Et grâce à toutes ces informations-là, on a listé les choix que les enseignants décideraient de faire. Alors, au début, il y en a qui disent « je demande d'allumer les ordinateurs », il y en a qui disent « je demande de ne pas allumer les ordinateurs », il y en a qui disent « moi je donne la consigne », et là, il y en a qui disent je laisse les élèves travailler, mais bon, il n'y a encore rien à faire, c'est un choix un peu par défaut. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Allez, on donne la consigne. C'est la réponse que donnent 80% des gens. Ah, donc vous êtes en train de donner la consigne, mais il y a des élèves qui ont commencé à allumer l'ordinateur pendant que vous donniez la consigne. Voilà. Donc on pourra émettre des hypothèses sur ce que ces élèves vont penser vont avoir entendu de la consigne. Vous remarquez qu'il y en a 2 tiers, et ça, ce sont des données statistiques. On a filmé, donc on sait que quand il n'y a pas de... Alors, évidemment, il y a des gens qui nous disent « oui, mais attendez, moi, avec ma classe, ils savent, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble comme ça, qu'ils n'ont pas le droit d'allumer tant que... etc. » Peut-être, mais là, c'est dans une classe lambda qui n'a pas d'habitude particulière. Bon, ben là maintenant, vous avez 2 choix. Soit vous pouvez leur dire, bon, bah, maintenant que vous avez la consigne, allez-y, construisez. Puis il y a des enseignants qui disent, ah non, moi, je veux leur faire répéter la consigne, je veux être sûr qu'ils aient... Donc il y a les 2 choix. Alors laisser les élèves travailler, c'est plutôt leur dire, maintenant, allez-y, travaillez. Donc on leur dit de travailler. Allez, construisez la figure, c'est parti. Et donc là, les élèves commencent, sur le logiciel, à tracer les différents éléments. Alors vous voyez qu'ils ne tracent pas tous la même chose.
Il y en a qui tracent, qui effacent, qui ne savent pas, qui n'arrivent pas. Parce que finalement, quand on regarde le problème, c'est pas si simple, en faisant un logiciel de géométrie dynamique, de partir d'un cercle et de faire les deux diamètres perpendiculaires. Parce que c'est pas comme ça qu'on ferait, c'est comme ça qu'on ferait en papier crayon, mais sur le logiciel, c'est pas la méthode qui irait le mieux. Et donc, du coup, là, ça commence à poser des problèmes. Bon, alors on peut les laisser travailler un petit peu. Vous avez remarqué qu'il y a une petite barre en bas qui augmente pour certains élèves, c'est le niveau d'agitation. C'est un paramètre. On n'a pas voulu le mettre sonore, parce qu'on sait que vous êtes habitués, donc on a préféré le mettre visuel. Ça nous a semblé plus reposant dans le cadre de la formation. Et donc, on va pouvoir émettre des hypothèses sur pourquoi est-ce que les élèves passent du bleu au vert, etc. Alors après, on va pouvoir avoir différents niveaux d'interaction. On va pouvoir leur demander, soit aller les voir individuellement, soit leur poser des questions collectives. Collectivement, ça ne marche jamais. Donc on va les voir individuellement. Alors allez, on va les voir individuellement. Qu'est-ce que vous voulez aller voir? Le 1? Ouais. Donc le 1, là, c'est pas quoi faire, il n'y arrive pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Donc vous pouvez leur demander d'utiliser, alors là j'ai une étape en fait. Enfin peu importe, mais donc vous allez pouvoir les aider, leur donner des aides, passer à la conjecture, etc. Donc, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous avez ce que les élèves ont fait, ce que les élèves ont appris, et ce dont ils se souviennent une semaine après. Bon là on est allé un peu vite. Et vous avez la mémoire de tout ce que vous avez fait minute par minute. Donc, cette situation, vous avez vu, le temps est simulé, c'est-à-dire qu'on peut rester à discuter une demi-heure devant la simulation, le temps n'avance pas, c'est les actions qui coûtent, donc ça nous permet d'échanger, de discuter. Il n'y a pas d'aléa, c'est-à-dire que si vous recommencez la situation maintenant, ce seront les mêmes élèves qui allumeront l'ordinateur quand vous leur donnerez la consigne, ce seront les mêmes élèves qui auront des difficultés, etc. Ce qui vous permet d'aller essayer de travailler derrière, de comprendre derrière comment la simulation a été construite, quelles sont les questions didactiques qui sont derrière. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer, et pour finir sur le simulateur, donc nos travaux actuels. Donc ce qu'on essaye de faire maintenant, voilà, après chaque test, ce qu'on essaye de faire maintenant, alors on a une modélisation qui est cachée derrière, qui est relativement complexe. Voilà. Donc avec des phases, tout ça, donc toute l'arborescence a été faite comme ça. On a mené des études sur les pratiques des enseignants, et donc maintenant ce qu'on tente de faire, c'est de développer un moteur de scénario. C'est-à-dire que les enseignants et les formateurs vont pouvoir rentrer les états des élèves en fonction des pratiques des enseignants. Ça c'est ce qu'on a. On est en train de développer cet outil-là pour que les formateurs d'enseignants, ou les enseignants, ou des équipes d'enseignants qui travaillent ensemble puissent programmer eux-mêmes, avec des choses assez visuelles, les interactions qu'ils font avec les enseignants, avec leurs élèves. C'est-à-dire que vous prenez par exemple des photos des travaux d'élèves sur papier, vous prenez différentes configurations. Alors, on a envisagé plein de choses. Ça arrive là, voilà. Par exemple, on peut simuler ce que font les élèves sur un TNI, on pourrait simuler ce qui se passe dans un amphi, on pourrait simuler ce qui se passe sur un cours virtuel, on peut simuler de la formation d'adultes, de la formation professionnelle. Donc l'idée, c'est à partir du moment où on a des interactions entre ce que fait un formateur et les actions que réalisent les apprenants, on peut simuler ces pratiques-là. Voilà, écoutez, j'ai dépassé de 3 minutes, donc je ne vais pas plus loin. Je vous remercie de votre attention. Si vous êtes intéressé par ça,